ça va être ça qu'on va faire pendant tout ce podcast, c'est essayer de comprendre comment tu as hacké le système. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Il y a une autre caractéristique, tu vois, au-delà du turnover, c'est qu'on a une attractivité qui est hyper cool. Tu vois, quand on prend le taux de transformation de nos propals en CDI, il est très très supérieur à 90 voire même 95%. Ça c'est le premier point. Et la seconde caractéristique, qui reste quand même très RH, c'est qu'à rythme de croisière, on recrute exclusivement sur candidature entrante, donc plus de 70% de candidatures spontanées. Le barbu qui parle RH, c'est du miel dans vos AirPods. Bienvenue dans le monde du RH qui bouge et qui prépare aujourd'hui le monde de demain. Moi, c'est Nico, je travaille dans les RH depuis plus de 15 ans. Et je vous partage mon expérience à travers des clés et des interviews super stimulantes. Et pour nous accompagner, ce podcast est soutenu par Le Figaro Emploi et a été produit dans leur magnifique studio parisien. Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va parler de comment révolutionner le marché du travail. On est ambitieux quand même aujourd'hui. Et pour m'accompagner dans ce podcast, dans cet épisode ultra ambitieux, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Salmona. Salut John, comment ça va ? Salut Nico, ça va très bien. C'est les barbus aujourd'hui qui parlent RH, c'est pas mal. Exactement, c'est vrai qu'on l'avait jamais fait. J'avais jamais fait avec un autre barbu, je crois. Ouais. Ah si, j'avais fait avec Philippe Dupéra, je crois. Il a une bonne barbe aussi. Mais c'est rare, c'est les barbus qui parlent RH, j'adore. Et en plus, on parle RH avec ambition, là. On veut révolutionner le monde du travail aujourd'hui, c'est pas neutre quand même. On va essayer de bien en parler, ouais. On va essayer de bien en parler. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, nous dire ce que tu fais aujourd'hui et ton parcours, et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, écoute, je m'appelle John. Enfin, je m'appelle Jonathan, mais tout le monde m'appelle John. Et je suis un des deux cofondateurs de Shodo, donc qui est une ESN, mais qui, au-delà d'être une ESN, c'est un terrain de jeu pour moi. C'est un terrain de jeu dans lequel on fait de l'innovation sociale, on met des pratiques RH en scène, enfin, on les met au service de rendre notre marque employeur différenciante, et surtout, on essaye d'apporter une réponse à notre secteur, une réponse à un des enjeux majeurs qui est le turnover. Donc dans les ESN, le turn est à 30%. Et ça a plein de problèmes. Ça a plein de problèmes au niveau de la culture RH, au niveau de la capacité qu'on a à bien faire notre métier. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a créé Shodo. Alors, tu vas plus loin, tu dis que dans ton domaine, parce que là, si on part là-dessus, les gens vont se dire, ok, super, il a monté une ESN, il va nous expliquer comment on révolutionne le monde du travail. Génial, en gros, on prend de la chair à saucisse et boum, on l'envoie dans les entreprises. Non, c'est pas trop ça le concept. C'est combien de turnover tu as chez toi aujourd'hui ? Écoute, on a un turnover aujourd'hui qui est inférieur à 5%. Sur 150 personnes et 9 structures. Donc oui, c'est clairement c'est cool parce que ça fait partie de ce qu'on veut faire. Je mets toujours de la réserve, ça fait 6 ans qu'on bosse et j'ai très envie de revenir te voir dans 5 ans avec 10 ans de recul et du coup avoir des preuves sociales qui sont encore plus solides, quoique j'en ai quand même pas mal à partager avec toi et je pense qu'on va les aborder ensemble. Bah, c'est le sujet et c'est ça en fait, tu as réussi à hacker l'histoire quoi, clairement. Si on prend des termes ESN, tu as réussi à hacker l'histoire parce que tu as moins de 5% de turnover. Tu me disais en off que sur les premières années, tu avais un collaborateur qui tournait par an. Oui. C'est juste dingue parce qu'on est quand même dans un secteur et dans un domaine qui est connu pour avoir un gros churn, pour avoir un gros turnover. Et toi, tu as hacké le truc. Donc, ça va être ça qu'on va faire pendant tout ce podcast, c'est essayer de comprendre comment tu as hacké le système. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Il y a une autre caractéristique, tu vois, au-delà du turnover, c'est qu'on a une attractivité qui est hyper cool. Tu vois, quand on prend le taux de transformation de nos propals en CDI, il est très très supérieur à 90 voire même 95%. Ça c'est le premier point. Et la seconde caractéristique qui reste quand même très RH, c'est qu'à rythme de croisière, on recrute exclusivement sur candidature entrante, donc plus de 70% de candidatures spontanées. Le reste étant de la cooptation. Quand on lance des filiales tu vois, en province sur un nouveau marché, on s'autorise à faire de l'outbound, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison de ne pas en faire. Donc, on va faire tu vois, 2 ou 3 intégrations via de l'approche directe. Mais en fait, chez Shodo, il n'y a pas de recruteuse, il n'y a pas de recruteur. On ne travaille pas avec des cabs. Et c'est, je pense, une des vraies particularités pour une ESN. Ce qui est complètement
antinomique cool. avec le modèle des ESN classiques qui sont ultra dépendantes de toute la partie recrutement, de toute la partie job board, voire de la partie CAB en tant que telle. Enfin, clairement, c'est vraiment complètement antinomique. Donc, on va voir ça. Et tu me disais, donc on va passer sur le premier point, tu me disais que le premier aspect, la première chose que toi, tu as travaillé avant de lancer Shodo, c'était d'analyser les problèmes du secteur, de les comprendre et de voir un petit peu ce qui a amené à ces pains. Ouais, tout à fait. Écoute, moi, ça fait... tout à l'heure, on donnait notre âge en off. On commence à être des vieux. On commence à être des vieux. On est des vieux. Les barbes commencent à blanchir. On est des jeunes vieux. Mais disons que ça fait plus de 20 ans que je bosse. Et moi, j'ai toujours bossé dans le secteur des ESN. Et dans ma précédente vie avant Shodo, j'étais à la direction dans une très très belle boîte, dans une très très belle ESN parisienne, qui s'est mise à avoir progressivement les mêmes caractéristiques que la plupart des boîtes du secteur, c'est-à-dire avoir un turn qui augmente, etc. etc. Avant de monter Shodo, avec Guillaume, mon associé, on a écouté, on a discuté avec plusieurs centaines de devs. D'un côté, les candidates et les candidats qui venaient nous rejoindre et qui nous expliquaient pourquoi ces personnes-là se mettaient sur le départ de leur entreprise, et de l'autre, malheureusement, au fil du temps, dans le cadre d'offboarding, on a eu nos propres collègues qui nous ont expliqué, sans filtre, c'est le propre d'un offboarding, pourquoi en fait ils voulaient partir. Et en fait, les specs de Shodo ont progressivement émergé. Il y en a 4. Le premier, c'est la reconnaissance, un problème de reconnaissance. Le second pain, c'est de l'équité, donc de l'équité dans la redistribution, de l'équité dans la rémunération. Le troisième, c'est le fameux équilibre vie pro vie perso, enfin l'harmonie entre les deux sphères, à la maison et au boulot. Et puis le quatrième, il est arrivé plus tard, mais en fait, à partir du moment où moi j'ai commencé à me déconstruire et à ouvrir les yeux, on a un énorme problème de recrutement dans ce secteur-là, mais on recrute que des mecs. Ou à l'inverse, c'est un secteur qui a un vrai problème de mixité. Et quand tu as déjà un problème pour recruter et que tu ne t'adresses qu'à 50% du marché, tu as un enjeu, justement, de faire venir plus de meufs. Donc l'inclusion est le quatrième enjeu du secteur. Et donc, du coup, ça, ce sont toutes les specs de Shodo. Et on a apporté des réponses terrain, essentiellement portées par notre culture RH. Et notre culture RH, elle est vraiment au service de comment est-ce qu'on peut rendre notre marque employeur, comment est-ce qu'on peut distinguer notre marque employeur, comment est-ce qu'on peut la rendre remarquable. Et c'est ça l'enjeu, puisque je te disais aussi tout à l'heure que c'est un secteur où malheureusement, quand tu regardes toutes les marques employeurs, si tu les mets en marque blanche, tu prends 10 boîtes random, tu les mets leur site en marque blanche, il n'y en aura probablement qu'une sur 10 qui sera reconnaissable. Alors, on partira sur le côté, le fait de le montrer à la toute fin, parce que c'est le point dont tu parles. Ce qu'il y a d'assez intéressant, déjà dans un premier temps, quand j'écoute ton discours, c'est que tu as monté ta boîte en te focalisant sur les pains, tu vois, justement, des autres structures. Et ça, c'est quelque chose qui est ultra intéressant, parce que c'est pas commun. Généralement, quand tu montes une boîte, enfin, là, tu vois, quand on échange, moi, si demain, enfin, de facto, hein, tu vois, donc du coup, je ferais pas la même chose que toi, parce que si demain, je montais une boîte, je me dirais, qu'est-ce qui marche ? Tu vois, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce que je vais pouvoir copier qui marche pour pouvoir le reproduire. Toi, tu n'es pas allé voir ce qui marche, tu es allé voir ce qui ne marche pas. Et c'est quand même un angle d'approche pour moi qui est différent et qui est ultra intéressant, même si j'imagine bien que tu es allé voir ce qui marchait aussi, on est bien d'accord. Mais ta première approche, en fait, elle est différenciée. Et je trouve ça ultra cool. Parce que du coup, au final, tu te retrouves à connaître les pains, donc à vouloir répondre aux pains avant de vouloir créer quelque chose, entre guillemets, sur ce qui marche. Et pour moi, c'est une approche qui est ultra smart. Parce que souvent, on va encore une fois reproduire ce qui fonctionne. Et quand tu reproduis ce qui fonctionne, généralement, ça veut dire que tu reproduis aussi les erreurs sans regarder. Et donc, du coup, tu te retrouves avec les erreurs, à faire face aux erreurs sans les connaître ou en les connaissant, mais en disant, c'est pas grave puisque ça fonctionne comme ça, on avance, tu vois. Donc, je trouve que l'angle d'approche que tu prends est hyper smart, hyper intéressant. Écoute, je te remercie. Si tu veux, tout dépend du référentiel. Moi, pendant des années, j'ai travaillé de manière test standard par rapport à ce marché-là. Et en fait, quand tu regardes ce secteur avec vraiment l'angle juste de renta, d'EBITDA, enfin tu vois, de création de valeur, le modèle traditionnel tel qu'il existe, quelque part, il cartonne.
parce que, je veux dire, tu vois les créations de valeur qu'il y a en ESN, etc. Ça marche, ça fait de la croissance, etc. Simplement, moi, ce qui m'a fait à un moment donné m'interroger, c'est que je me suis dit, on est dans un secteur qui prend 30% de turn. Moi, j'étais manager, j'avais un salaire de ouf, et je me dis, attends, chaque année, je rapporte du revenu, je génère du CA, je génère de l'EBIT, mon salaire il monte, mais de plus en plus de collègues partent, souvent c'est les meilleurs, et en fait il y a quelque chose qui est hyper paradoxal dans la manière avec laquelle on bosse, et petit à petit je me suis mis à considérer le turnover comme, tu vois, le turnover, la notion de sens au travail, de vivre ensemble, vraiment je me suis mis à déprioriser l'EBIT pour reprioriser justement le turn. Et c'est à partir du moment où j'ai fait ce travail-là que je me suis dit, en fait, il y a forcément une autre manière d'adresser tous les pains dont je t'ai parlé. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Et je pense que c'est plutôt une histoire de vision. Je pense que c'est quand on veut apporter le changement, comme ce qu'on essaye de faire avec Shodo, je peux pas arriver à dire que ça marche pas. Je peux dire que, en fait, que ce qui existe fonctionne en termes de création de valeur. Par contre, si tu changes ta manière de considérer le monde, le marché du travail, etc., alors ouais, on peut bosser de manière plus smart. Et c'est juste le petit modulo que je veux dire, même si je suis d'accord avec toi. Mais au-delà de ça, c'est quand même assez intéressant et je trouve ça beaucoup plus pérenne de penser comme ça parce que au final, ce dont tu parles, le fait que ça marche, oui, mais en réalité, non, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le business model fonctionne, mais on est sur une fuite en avant. Oui. C'est-à-dire que tu es sur une fuite en avant parce que si tu as un turnover de 30% aujourd'hui, que tu continues dans ce système-là, forcément, avec l'évolution des attentes, ton turnover va augmenter. Donc, il y a un moment donné où ça va tomber, où le couperet va tomber. Ou, à l'inverse, quand tu vas arriver dans une période de tension plus forte, forcément, il y aura un resserrement des problématiques sur des boîtes qui vont être un petit peu plus fragiles. Et là, pareil, le modèle ne va pas fonctionner. Donc, pour moi, ce n'est pas un modèle qui fonctionne. Et le problème, c'est qu'on a tendance à reproduire un modèle qui ne fonctionne pas par rapport à des critères de valorisation qui ne sont pas les bons, tu vois. Du coup, là, je suis d'accord. C'est-à-dire que l'EBITDA, par exemple, c'est un KPI qui est hyper court-termiste. Donc, ça veut dire que quand tu prends ce KPI-là, tu sais que tu vas générer de la valeur. Tu vas maximiser la valeur que tu vas générer sur le court terme. En revanche, tu te crées une dette RH, une dette générale, qui fait que sur un moyen terme, effectivement, tu te crées des problèmes qui vont devenir de plus en plus coûteux à régler. Et c'est pas pour rien que, tu vois, dans notre secteur, dans le conseil, depuis 10 ans, on est disrupté. Le principal concurrent des ESN, c'est les Free. C'est les Malte, c'est toutes les plateformes d'intermédiation qui viennent apporter un service à la plus grosse communauté de travailleurs, qui est la communauté des Free. Et donc là, du coup, je suis d'accord. Et remettre un modèle qui va travailler le turnover, c'est se remettre à travailler à moyen terme, voire à long terme. C'est aussi, et il y a plein d'études qui le montrent, commencer à analyser les études sur le coût du turnover. Et en fait, on arrive, on arrive facilement à des économies. Tu vois, tu prends 2 boîtes de 100 personnes, une qui a un turnover de 5%, une qui a un turnover de 25%, et tu pars du principe que si tu as un salaire moyen de 50 000 euros, tu as des études qui montrent que le coût du turnover, c'est à peu près la moitié du salaire chargé, donc 25 000 balles. Sur 100 personnes, sur 10 ans, l'économie, c'est 5 millions. Et 5 millions, c'est pas rien. C'est 500 000 balles de revenus par an sur des boîtes de 100 personnes, c'est pas rien. Donc en fait, ça dépend. Soit tu maximises l'argent tout de suite, soit tu te remets à travailler sur du long terme avec des pratiques qui laissent la possibilité de te remettre dans du temps long. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut faire. C'est pour ça que je dis qu'au-delà, et on va partir sur le côté vision, mais au-delà de la vision que tu as, qui est une vision humaniste du sujet, le fait de vouloir prendre le point par rapport à ces points négatifs, à ces pains, je trouve ça très smart, parce que ça nous permet d'aller plus en profondeur, en fait, sur le côté. Et même d'un point de vue business, et tu viens de le dire, même d'un point de vue business, c'est beaucoup plus smart, parce que tu te poses la question à savoir comment je peux améliorer mon modèle. C'est pas comment je peux faire en sorte de faire perdurer un modèle, c'est comment je peux améliorer le modèle. Et là, on se le pose sur le côté ESN, mais au final, on peut le faire sur tous les types de boîtes, sur tous les secteurs. Et de se dire que, OK, je vais arriver, et c'est pour ça que je te dis que, sincèrement, pourtant, on en avait parlé, mais là, c'est en discutant que je m'aperçois du truc, c'est que on a tous tendance à vouloir reproduire un truc qui marche, alors que pourtant, il faut surtout potentiellement avoir tendance à essayer d'améliorer
un truc qui marche, tu vois, Oui. d'un point de vue purement factuel, tu vois, d'aller rechercher ce qui ne marche pas pour pouvoir l'améliorer. Ouais. Donc je trouve le côté assez cool. Dans ce que tu disais que tu avais établi 4 pains principaux. Il y avait le côté de femmes dans la tech, il y avait le côté équilibre vie pro-perso, il y avait le côté équité, il y avait La reconnaissance. la reconnaissance, pardon, c'était le premier en fait que tu as cité. Oui. Alors, première question, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place chez Shodo pour pouvoir répondre à ça? Et deuxième question qui va de sens avec... Non, déjà, première question et je te poserai la deuxième après. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Non, mais qu'est-ce que vous avez mis en place chez Shodo pour on a mis répondre en à ça? place donc du coup des pratiques RH. Les plus grosses pratiques qu'on a mises en place, c'est tu vois, on a mis en place la transparence, la transparence de tous les salaires, de toutes les marges, avec un système de redistribution. Il y a un simulateur de revenus qui est public, qui permet aux candidates et aux candidats, à partir de données hyper simples, tu mets ton année d'expérience, tu mets le TJ, donc c'est les honoraires de facturation auxquels tu estimes te facturer tes services, et ça te donne en output ton revenu, donc ton fixe, ton revenu variable, et puis nous on redistribue du coup la marge en temps libre, donc tu vas avoir des congés supplémentaires, et tu vas avoir aussi ce qu'on appelle le travail non facturable. C'est ce qui va te permettre de te former, de préparer des interventions, non plus sur ta sphère privée, donc sur le temps où tu as les enfants, les potes, ton compagnon ou ta compagne, mais sur du temps de travail, donc 9h-18h. Donc la transparence des salaires, des marges. On a mis en place aussi l'ouverture du capital à toutes et tous. Et là, tu adresses, tu vois, la reconnaissance, tu adresses aussi la redistribution. L'ouverture du capital, elle s'accompagne de fait de l'accès aux AG. Quand tu es aux AG, tu as la transparence sur ce qui s'est fait dans la boîte, etc. Tu as la possibilité de voter, et surtout, je pense que ça, c'est aussi vachement important dans le monde du travail. On l'a complètement perdu en politique, c'est qu'on a des leaders qui ne rendent plus de compte. Donc, tu es élu, tu accèdes au pouvoir, tu prends des décisions. Très souvent, tu prends les décisions qui ne sont pas celles sur la base desquelles tu as été élu. Et à la fin, tu as très peu de comptes à rendre. Et je pense que dans le monde de l'entreprise, il y a aussi ça qui fait que la perte de confiance, elle provient aussi du fait que les dirigeants, nous, on ne rend pas suffisamment de compte. Et moi, je trouve que de remettre l'ouverture du capital, de donner un pouvoir de décision à tes salariés, parce que dans la maison mère, on a ouvert 34% du capital, c'est juste pas rien. C'est beaucoup, 34%. C'est beaucoup, voilà. Donc on a remis justement cette notion de reconnaissance, de transparence. Et puis les mesures qui vont nous permettre d'adresser, tu vois, davantage de mixité, on a mis en place, alors c'est pas nous, on a un cercle féminin qui se réunit en non-mixité, et qui a mis en place des mesures, donc comme le congé menstruel, qui est une mesure qui, je trouve, s'inscrit vachement dans la logique de Shodo. La pensée de Shodo, c'est de dire le bien-être génère de la performance. Et à partir du moment où tu génères de la performance, tu fais bien ton métier, c'est-à-dire quand tu es bien dans tes baskets, quand tu as moins de soucis perso, etc., tu as l'esprit qui est au maximum tourné vers ton boulot. Et ton boulot, c'est quoi? C'est de faire kiffer tes clients dans une économie de service. Donc, à partir du moment où tu fais ça, tu nourris, tu alimentes un cercle vertueux. Et puis, on a mis beaucoup de choses autour de la parentalité, puisque quand tu veux remettre un peu de justice sociale et que tu veux remettre de la mixité, on s'est rendu compte, tu vois, qu'il y a une étude dans la tech qui explique qu'après 35 ans, je pense qu'il y a plus d'une femme sur deux qui quitte la tech. Et c'est implicite, mais à partir de 35 ans, tu en déduis que c'est un âge au-delà duquel la plupart des femmes sont devenues mamans. Donc on a mis beaucoup de mesures qui justement vont venir accompagner la parentalité, dont la mesure phare, c'est quand la maman Shodo revient au travail, quand le coparent, donc son compagnon ou sa compagne, qu'importe, prend le relais à travers un congé parental de 1 mois minimum, Shodo
verse une prime de maintien de salaire du coparent, donc à la maman Chaudot, qui va correspondre à la perte de salaire du coparent. Donc ça c'est vraiment la mesure phare, et on a rendu le congé aussi, le congé, le terme je ne sais plus ce que c'est, mais c'est le congé paternité, pardon. On l'a rendu obligatoire, on l'a étendu sur 28 jours et il est obligatoire, il est financé. Voilà. Tout ce que tu dis, je trouve ça super intéressant et ça va dans l'air du temps. Mais du coup, ça avance, tu vois, sur le deuxième point qu'on devait avancer. Et là, je vais te poser une question rhétorique, mais plutôt une analyse en fait du sujet. Ça va dans l'air du temps, un peu comme tu vois le télétravail, un peu comme toutes ces choses-là. Sauf qu'on voit que ça revient. Il y a une remise en cause de ça. Ouais. Et pour moi, la raison principale, c'est parce que ça n'est pas une vision, ça n'est pas une conviction des personnes qui l'ont mise en place. Ouais. Et tu vas me confirmer et me dire ce qu'il en est, mais pour moi, tout ce dont tu parles et répondre à des pains et réussir à faire ce que tu fais, ça n'est possible qu'à partir du moment où c'est une vision de votre part et une conviction de votre part. Sinon, ça ne peut pas marcher, clairement. Bah non, mais carrément. En fait, tu vois, nous... Tu vois, tu l'as dit particulièrement, et pour moi, ça me parle quand tu parles du congé menstruel. C'est-à-dire que tu es persuadé que la performance sera meilleure de tes collaborateurs parce que tu leur as permis d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Tu leur as permis d'avoir un congé menstruel parce que tu sais très bien que dans ces périodes-là, c'est très compliqué. Donc, ça va rajouter de la fatigue. Donc, non seulement la personne ne sera pas performante à ce moment-là, mais en plus, tu vas rajouter de la fatigue pour les jours qui viennent, ainsi de suite. Ouais. Donc, il y a ce côté, tu vois, qui est mêlé de conviction du fait que ça soit la bonne chose à faire. Absolument. Et de vision de la vie et de la société qui est la tienne et qui te dit les gens sont là pour avoir une vie différente de ce qu'elle était avant, de ce qu'elle était hier. Et je pense que c'est ces deux parties qui font que ça marche, quoi. Carrément. En fait, c'est des convictions, c'est des valeurs, elles sont incarnées et surtout, elles sont écrites. C'est-à-dire que nous, la culture de Chaudot, on l'a basculée à l'écrit il y a 2 ans. Donc, on a un Notion qui permet vraiment... Tu as toute la doc de la boîte, tu as toute la doc sur les mesures, sur les process commerciaux, les process RH, etc. Et à partir du moment, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, à partir du moment où tu écris les choses, c'est une forme d'engagement. Et à partir du moment où tu as écrit des choses, tu peux changer d'avis. Mais à partir du moment où tu vas changer d'avis, tu as l'obligation de venir expliquer pourquoi. C'est complètement OK de changer d'avis quand tu gères une boîte. Une boîte, c'est un récit, c'est une histoire que tu racontes à tes salariés, c'est une histoire que tu racontes à tes clients, et tu as le droit de forquer. Mais par contre, quand tu le fais, tu dois venir justifier pourquoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Chaudot fonctionne, c'est qu'on a un turnover qui est très très bas, mais c'est surtout, en fait, on a une attractivité qui est hyper forte. Et elle est hyper forte parce qu'en fait, on communique sur nos valeurs. Notre modèle, il est open source, il est public. Et les gens viennent pour ça. À partir du moment où tu attires des gens qui ont des valeurs similaires ou qui ont une vision du monde du travail qui est similaire à la tienne, là, tu alimentes quelque chose qui est vertueux. Et attention, on ne plaît pas à tout le monde. Ça veut dire que le propre, je pense, d'une marque employeur qui est cohérente, c'est d'assumer ses partis pris, pas chercher à plaire à tout le monde pour attirer les gens qui pensent comme toi. Et tu sais quoi, on va dire les termes, pour faire fuir tous les autres. À minima, tu les fais réfléchir et c'est OK. Et est-ce que ce ne serait pas une des composantes de la révolution du marché du travail, du fait de réussir à le révolutionner globalement, que d'avoir cette honnêteté mentale de toutes les entreprises, de dire finalement, on va arrêter de vouloir faire comme tout le monde. Tu vois, t'en parlais par rapport au site web des différentes boîtes qui sont exactement les mêmes, quelle que soit la boîte. On va arrêter de vouloir faire comme tout le monde. On va assumer qui on est. Oui. On va montrer qui on est, on va avoir notre propre vision du marché du travail, on va mettre en place nos propres convictions, même si ce n'est pas les mêmes que tout le monde, même si ce n'est pas dans l'air du temps, même si ce n'est pas rajouter du congé parentalité, parce qu'on a une vision du monde qui est une vision un peu plus staccanoviste, un peu plus, écoute, chez nous, tu viens, tu bosses, tu t'envoies et tu gagneras bien ta vie et c'est tant mieux, c'est comme ça. Parce qu'au final,
on plaît pas à tout le monde et il y a des gens qui veulent de tout. Alors, bien évidemment, à partir du moment où tu réponds à une dominante de base qui est le fait d'avoir un salaire qui est convenable, d'avoir un salaire qui permet de vivre convenablement et d'avoir suffisamment de congés pour pouvoir faire ce que tu veux à côté. Et encore quoique, parce que tu as même des personnes, je suis certain, qui s'en foutent de prendre des congés. Enfin, on en connaît, t'en connais, j'en connais, dans certains jobs qui s'en foutent de prendre des congés. Donc, est-ce que ce serait pas quand même la première marche que d'avoir toutes ces boîtes qui est l'honnêteté et d'affirmer leurs convictions? Non, mais alors, je ne l'ai pas précisé, ça fait un quart d'heure qu'on parle, mais je pense qu'il ne t'aura pas échappé qu'on est radicaux. On a une forme de radicalité qu'on assume. Pour moi, ce n'est pas un gros mot, la radicalité. La radicalité, c'est quoi? C'est d'aller aborder des problèmes à la racine. Donc, on a une radicalité qui s'exprime sur les thématiques dont on a parlé, mais la radicalité, faut qu'elle produise des résultats. Si tu es radical, on n'est pas des poseurs de bombes, on est là pour produire des résultats et les preuves sociales, elles sont là. Elles sont sur l'attractivité, elles sont sur le turn, etc. Maintenant, je pense que la radicalité, elle t'apporte de la clarté, tu vois, sur ta marque employeur. Elle te permet de trier entre les gens qui pensent comme toi, qui viennent s'inscrire dans un projet parce qu'il y a un alignement de valeurs et tous les autres. Tous les autres, c'est possiblement des problèmes RH à un moment donné, ou c'est un mauvais recrutement. Enfin, c'est pas parce que la personne est mauvaise, mais juste parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Voilà. Maintenant, nous, par rapport à notre vision du monde du travail, on est dans la tech, on est dans un secteur où il n'y a pas trop de pénibilité, je pense qu'on peut le dire. Et donc, c'est un secteur qui est hyper propice à faire de l'innovation sociale, à tester des choses, à apprendre en marchant, et tu sais quoi, même à se tromper. Parce que on a toujours la possibilité de corriger des choses, etc. Donc nous, on est persuadés, enfin moi, je veux dire, la vision du monde du travail que je porte, c'est que en travaillant moins, on travaille mieux. Voilà, je dis pas qu'il faut pas travailler du tout, et je dis juste que, effectivement, je combats la vision il faut travailler tout le temps plus pour produire plus. Je pense qu'il y a beaucoup de limites dans cette vision-là. Et notamment, dans notre secteur, c'est perte de sens, burn-out, bore-out, toutes les maladies, tout l'impact sur la santé mentale qu'on retrouve auprès de CSP+, qui sont complètement déboussolés. Tu vois, les gens de notre âge qui bossent depuis 15 piges et qui ne comprennent plus pourquoi ils bossent, quoi. Maintenant, moi, je ne suis pas là. Tu vois, on donne du temps libre supplémentaire parce qu'on peut se le permettre. Mais la vision de Shodos, c'est pas de dire, tiens, voilà des jours supplémentaires. Donc, nous, on donne 2 semaines par défaut, au minimum, à tout le monde. Ces jours-là, en fait, on va dire, si tu dois te reposer, tu te reposes. Mais par contre, si tu as envie de les bosser, parce que tu dois payer un prêt, parce que tu veux t'acheter une maison, tu dois payer des études à tes gosses, bah tu sais quoi, va aller bosser. Le cash, tu le récupères, il est pour toi. Les jours, par défaut, ils t'appartenaient. Donc, si tu décides de travailler, le CA te revient entièrement. Et, tu vois, on donne quand même, je pense, une grosse flexibilité entre travailler moins, mais tu es quand même dans un métier de service où tu bosses pour accompagner des clients. Donc, si tu bosses pas du tout, bah, tu te fais sortir et tu es hors jeu. Tu perds la notion de la réalité. Et travailler toujours plus, parce qu'en fait, on met un garde-fou chez nous, on va dire, tu peux travailler, maximiser ta rémunération. Par contre, tu dois poser 5 semaines de congés payés, parce qu'en fait, on ne veut pas que tu nous pètes dans les doigts. Tu vois ? Mais ouais, bien sûr. Mais c'est ça, je pense que c'est ça qui est important. Mais de la clarté, il y a de la clarté, quoi. Ce côté clarté, ce côté conviction, ce côté vision. Là, après, tu parles du sujet qui est le fait d'avoir une certaine flexibilité à l'intérieur, c'est une bonne chose. Mais les gens viennent chez toi parce que tu as cette vision-là. Et je reste persuadé que clairement, c'est pour moi une révolution. Ça serait pour moi une révolution en soi déjà, que les gens comprennent, que les entreprises comprennent qu'il n'y a aucun intérêt à attirer tout le monde, qu'il faut attirer les bonnes personnes. Tu l'as dit à un moment donné, on est là pour attirer les bonnes personnes. Ouais. On est là pour attirer les personnes qui nous conviennent. On le répète souvent, normalement, un recrutement, c'est une rencontre amoureuse, c'est un match entre 2 personnes qui doivent être là sur du temps donné. Et il y a tout qui convient à tout le monde. Bien évidemment, si tu as une boîte avec un management toxique, si ça ne va pas à l'intérieur, il n'y a personne qui viendra chez toi. Mais là, on ne parle pas de ces sujets-là. On parle des sujets de conviction profonde sur des états qui sont des états d'évolution aujourd'hui, des attentes, mais des évolutions des attentes qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, encore une fois. Parce Exactement. que c'est pareil. Il y a des gens qui me parlent, qui me disent « Ouais, les jeunes, ils veulent tous bouger, ils veulent tous faire 10 boîtes et tout, ainsi de suite. »
nous, on est une petite boîte, tu vois. Chez E-Team, on est 12 personnes, 13 personnes, tu n'en es pas beaucoup. Mais j'ai des jeunes qui sont chez moi depuis 5, 6 ans, 7 ans, qui sont sortis d'alternance et qui sont restés chez moi. Et ils ne bougent pas, quoi, tu vois. Ils pourraient très bien bouger, ils pourraient très bien partir ailleurs. Ils restent parce qu'ils trouvent quelque chose ici. Donc, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que les généralités ce sont des généralités, justement. Ça ne convient pas à tout le monde. Donc, je pense vraiment que ce côté vision, conviction est vraiment primordial, quoi. En fait, tu vois, moi, dans mon secteur, il y a beaucoup de turnover, mais surtout, je pense qu'il y a trop de turnover subi. C'est-à-dire les gens qui partent, qui se mettent à partir alors que quelques temps avant, il ou elle n'avait aucune raison de le faire. Et à partir du moment où tu apportes de la clarté sur tu vois, les pains, encore une fois, qu'on adresse chez Shodo, ils ne tombent pas du ciel, c'est vraiment, on nous a recueillis patiemment à travers le temps, etc. Donc en fait, à partir du moment où on les adresse, on se rend compte qu'automatiquement, on répond à des attentes. Et en fait, on ne le constate même pas que chez nous. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que notre modèle, on l'avait rendu open source. En 3 ans, en fait, moi j'ai décompté, mais il y en a probablement d'autres qui sont hors mon radar, mais j'ai décompté une petite quinzaine de boîtes, de SN, qui se sont montées en reproduisant notre modèle. Parmi les dirigeantes de ces boîtes-là, il y en a, c'est des potes, donc facile, je le sais. Il y en a d'autres, ce sont des personnes qu'on a mentorées. Et puis, dans le tas, tu as aussi vraiment des illustres inconnus qui, à un moment donné, un jour, nous appellent en disant « écoutez, merci, on s'est inspiré de ce que vous avez fait, etc. » Et moi, je suis hyper content parce qu'en fait, à un moment donné, tu vois, ce qu'on fait, c'est une vision. Et cette vision-là, il faut qu'elle soit copiée. Et puis, plus elle sera copiée, plus elle sera dépassée. Tu vois, en fait, à un moment donné, il y a d'autres personnes qui vont arriver, qui vont devenir des locomotives, parce que peut-être qu'un jour, on sera has-been. Enfin, j'en sais rien, mais c'est ça la dynamique, moi, qui me plaît vraiment de nourrir. Tu vois. Après, là, pour le coup, on parle d'une dynamique particulière parce que tu as une vision humaniste de la chose. Donc, du coup, le fait de le mettre en open source, pour toi, c'est important. Ce qui ne sera pas forcément le cas de tout le monde parce que tu vois, tu as plein de boîtes qui ont une vision qui va être plus capitalistique, qui va être plus une vision de profit et donc qui vont avoir du mal à mettre un modèle comme ça en open source, qui auront moins d'intérêt à le faire. Mais je loue ce côté-là qui est hyper intéressant parce que justement, quand tu veux faire bouger les choses et quand tu veux les faire évoluer, bien évidemment, il faut les partager. Tu ne pourras jamais le faire tout seul. Surtout, en fait, j'ai envie de te dire que je ne pense pas qu'il y ait de recettes pour phagocyter tout un marché. On est d'accord. Et quand bien même elle existerait, tu vois, putain, j'ai juste pas du tout envie d'avoir le stress tous les emmerdes qui viendraient avec, quoi. Tu vois, déjà trop de barbe blanche. On va prendre le temps, quoi. On est d'accord. Au-delà de la vision et de la conviction, tu m'as parlé d'un truc et je suis d'accord, c'est le fait de comprendre sa communauté pour pouvoir bien développer en fait sa boîte. Et je trouve ça assez smart aussi parce qu'on en parle de plus en plus, le côté feedback, comprendre et ne jamais être peut-être... ne jamais être statique. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important pour révolutionner le marché du travail. C'est le fait de comprendre qu'il est en mouvance constante. Et tu l'as dit au tout départ, c'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas... Je ne sais pas si c'était au départ ou c'était en off, mais ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain, ne sera pas forcément vrai demain. Et le monde du travail a énormément changé, comme tu le disais, en 40 ans. Il a énormément changé depuis 20 ans. Il s'est transformé de façon extraordinaire depuis 5 ans. Et ça sera probablement le cas demain, tu vois. Donc, comprendre sa communauté, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et je trouve ça assez intéressant. Comment tu fais aujourd'hui pour le faire? Et c'est quoi les évolutions que tu as eues, même d'ailleurs, depuis Shodo? Parce que je pense que vous avez même évolué depuis ces 6 ans où vous existez. Alors déjà, il y a prendre du feedback. Tu le fais naturellement. Enfin, nous, on le fait dans notre approche, dans notre gouvernance. Il y a plein de manières de le faire, mais on a par exemple une page dans Notion, qui est une page gouvernance, dans laquelle nous, tu vois, la direction, quand on étudie toutes les thématiques de boîte, de gouvernance, tous les projets, on les note. Tu vois, donc en fait, par exemple, quand on est en train de travailler sur l'ouverture d'une filiale, j'en sais rien, tu vois, par exemple, quand on a ouvert Shodo Lille, Shodo Lyon, Shodo Nantes, Shodo Rennes, à chaque fois, on le mettait dans Notion pour que ce soit pas un secret et qu'on puisse venir nous poser des questions. Et de la même manière, on encourage les gens de chez nous à nous soumettre des idées. Et à partir du moment où ces idées-là, elles ont une quantité de validation, de pouce, les gens y votent, nous, on doit y apporter des réponses. Ça, en fait, ça te permet d'avoir des discussions qui sont assez fréquentes, qui te permettent d'avoir aussi du feedback de ta communauté sur ce qui est bien fait, ce qui n'est pas bien fait, ce qui peut changer, etc. Donc, on recueille déjà
vraiment très très souvent du feedback de chez nous. Moi, je publie sur les réseaux depuis, 18 mois, et c'est aussi une manière d'aller chercher du feedback, d'aller discuter avec des gens, des devs de la communauté. Mais en fait, comment tu vas chercher le feedback? Il y a plein de manières de le faire. À partir du moment où tu considères que tu es ouvert au changement, tu le fais. Pour répondre à ta question, au-delà de Shodo, c'est une bonne pratique. Quand tu montes un business, tu dois comprendre au maximum tes utilisateurs. Et si tu ne le fais pas, c'est un problème. Quand tu crées un produit qui est génial, ultra bien marketé, etc., mais qui n'est pas vendable parce qu'en fait, il répond à aucun pain, tu meurs. Et à l'inverse aussi, quand tu as créé un produit qui est génial, qui répond à plein de pain de tes utilisateurs, mais en fait, tu n'es pas connu, tu n'as pas de budget pour te faire connaître, tu vas mourir aussi. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on peut l'extrapoler parce que c'est peut-être un petit peu plus simple, entre guillemets, à dimensionner sur l'aspect ESN, parce que ta valeur, tu sais très bien, c'est les collaborateurs qui sont chez toi. Et toi, c'est réellement ta valeur, parce que c'est ce que tu vends. C'est ce que tu recrutes et ton produit en tant que tel. Ce sont les collaborateurs qui sont là. Mais je pense que c'est aussi intéressant dans n'importe quel secteur. Parce que le fait de récupérer ce feedback, non seulement ça montre que déjà l'humain revient au centre, mais aussi ça permet d'avoir un retour d'expérience globale sur ce que tu es, sur qui tu es, comme tu le disais, sur ton entreprise, sur ce que tu dois proposer et sur l'évolution en fait de ce marché-là, tu vois, de ce qu'il en est. Pour moi, aujourd'hui, on est dans une phase où si jamais on veut continuer de révolutionner le monde du travail, de comprendre, il faut comprendre aussi, et je pense qu'on va être d'accord, il faut comprendre aussi qu'on n'est plus sur un aspect descendant comme ça pouvait être le cas auparavant, tu vois. C'est-à-dire que depuis des années et des dizaines d'années, c'est un aspect descendant. C'est-à-dire que c'est les chefs d'entreprise qui disent « c'est comme ça, c'est bien » ou c'est des gens qui réfléchissent à dire « ça sera quoi demain le monde du travail ?» Ok, d'accord, ça sera ça, j'imagine ça, ça, ça. Mais comme tu disais, un petit peu à l'instar des politiques, tu vois, c'est-à-dire qui essayent d'avoir une vision de quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne vivent pas. Donc comment tu veux révolutionner quelque chose que tu ne connais pas ou que tu connais par rapport à un prisme qui est le tien et qui est particulier? Le feedback, il est ultra primordial pour pouvoir justement avancer et on ne peut le faire qu'à partir du moment où là, pour le coup, pour moi, je pense que ça doit faire partie des convictions et des visions de toutes les entreprises, à partir du moment où on comprend que l'humain qui fait c'est l'humain qui fait société, en fait. Si on comprend ça, tu peux rester dirigeant un petit peu, on va dire, descendant, entre guillemets, qui garde sa vision et sa dynamique en disant « c'est moi qui dirige ». Tu peux conserver ça. Même si tu conserves ça, tu peux aussi comprendre que les collaborateurs qui sont chez toi peuvent te donner des avis, un autre angle d'approche qui puisse te permettre à toi-même de pouvoir diriger différemment. Mais ça, il faut le comprendre. Enfin, c'est même clé. J'ai mis vachement de temps à le comprendre. Mais très souvent, derrière un salarié ou une salariée, en l'occurrence, c'est des associés, mais qui t'apporte un feedback négatif, t'as un mec ou une meuf qui aime sa boîte. Et en fait, qui vient t'apporter, qui vient en fait finalement te remonter une plainte là où il y a un point d'amélioration. Et c'est l'occasion pour toi, en tant que dirigeant ou dirigeante, de devenir meilleur et de faire progresser ton modèle. Mais j'ai mis vachement de temps à le comprendre. Parce que dans le monde de l'entreprise, tu le disais, c'est vertical. Le chef ou la chef, quand tu es salarié, dans ton cerveau reptilien, qu'est-ce que tu fais pour te préserver? Tu le flattes. Tu es plutôt là pour dire « Ah, c'est incroyable, je suis hyper content, etc. » Puis quand tu as le seum, tu le dis pas, tu pars. Et du coup, je pense que c'est tout un système qui s'alimente, un système, on va dire, un cercle vicieux qui s'alimente, parce que... il faut quand même arriver à créer une culture managériale qui est ouverte au feedback négatif, où tu comprends que la contradiction, c'est pas forcément du conflit. Quand tu comprends que quelqu'un qui vient te remonter un feedback négatif, en fait, il aime sa boîte, très souvent, et que c'est aussi l'occasion de faire mieux. Et j'ai un exemple, tu vois, nous, on a vécu ça il y a 3 ans, tu vois. Donc, notre approche de scale chez Shodo, maintenant, elle est hyper claire, et ça, c'est grâce à notre communauté. Avant, elle était un peu floue. C'est-à-dire qu'on a commencé à créer Shodo à la maison mère. Et la deuxième boîte qu'on a créée, c'est Shodo Nantes. Shodo Nantes, c'est Shodo à Nantes. Et à un moment donné, tu vois, on se dit, bon, à Paris, on est une 50aine. On avait toujours cette vision de se dire, il vaut mieux avoir une mosaïque de boîtes, de petites structures, parce que c'est plus facile à gouverner, etc., que d'avoir, à un moment donné, une boîte trop grosse taille où on va introduire du middle management, où on va perdre de l'efficacité, on va perdre de la capacité à prendre des décisions rapides, etc. Donc bref, on recrée une deuxième boîte à Paris.
Et là, par paresse intellectuelle, niveau Ligue des Champions, on se dit, bon, on va l'appeler Chaudo Paris. Et tu vois, donc on fait une com aux petits oignons hyper chiadés, une com interne, en disant, voilà, très bonne nouvelle, on lance une structure, etc., qui s'appelle Chaudo Paris, etc. Et là, pas de... retour vraiment mi-figue, mi-raisin, mais genre hyper mitigé. Puis on dit, bah comprends pas, mais pourtant la com, on l'a bien faite et tout, c'est une bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe encore, etc. Et on a même des historiques qui viennent nous chier dans les bottes. Tu vois, et je te dis ça parce que c'est au début, c'est vraiment le sentiment qu'on a, on se dit, ah, c'est vraiment pas agréable, etc. Et en fait, les gens sont venus nous dire quoi ? En fait, Chaudo Paris, on ne comprend pas le nom. Pourquoi est-ce que vous créez un Chaudo Paris à côté de Chaudo ? Quel est l'intérêt de créer une boîte ? Pourquoi vous le faites ? Ça répond à quel besoin ? Qu'est-ce que vous en pensez les clients ? Vous allez phagocyter, les deux boîtes vont s'agociter. Il y a un problème. Bref, la conclusion, c'est qu'il y avait un vrai problème de vision et de positionnement. On allait revoir notre copie. Donc on a appelé Chaudo Paris Chaudo Studio, qu'on a du coup articulé sur une offre complémentaire qui est un vertical d'accompagnement par équipe, plutôt que d'avoir une culture régie. Là, c'est vraiment d'avoir des gens qui vont proposer un accompagnement multiple. Et ça nous a permis ensuite de dire, OK, le scale, il est simple. Quand on va en province, on duplique le modèle Chaudo quelque part. Quand on va à Paris, désormais, on ne crée que des verticaux sur des offres complémentaires qui ne vont pas foutre le sbeul dans la tête de nos clients, qui vont leur permettre de se dire, OK, il y a des offres cohérentes qui vont nous permettre d'avoir un meilleur accompagnement. Et en fait, tu vois, sans ce feedback-là, on partait un bras devant, une main devant, une main derrière, avec un nom pourri et une vision, tu vois, je veux dire, qui avait été pas assez revue. On avait bâclé notre copie et grâce à ce feedback-là, on a pu faire quelque chose de beaucoup plus carré. Mais je suis complètement d'accord et pour moi, c'était beaucoup plus simple parce que j'étais salarié relou. Ouais. Tu vois, quand j'ai pas été salarié longtemps, mais enfin, quoi que si, tu me diras finalement pas mal de temps, mais j'ai toujours été salarié relou et qui faisait des feedbacks négatifs. Alors, je faisais des feedbacks positifs, mais je faisais beaucoup de feedbacks négatifs, mais parce que justement, dans chaque boîte que j'ai fait, j'aimais toujours le job que je faisais et je voulais toujours, en fait, quand je faisais un feedback négatif, c'était justement pour essayer de faire avancer les choses parce que je me disais, ça serait cool de faire ça serait mieux bosser, ça serait plus sympa. Et je suis complètement d'accord avec toi, c'est une vue d'esprit qu'il faut avoir et qu'il faut comprendre, qui n'est pas forcément facile au départ, mais qui doit être perçu comme ce que tu as dit, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait un retour négatif à sa hiérarchie, c'est parce qu'il aime sa boîte. Sinon, il veut être fier de sa boîte. Pas. Exactement. Ouais. Sinon, il ne le ferait pas. Il faut bien comprendre ça, clairement. Et ce n'est pas parce que quelqu'un fait un retour positif qu'il n'aime pas sa boîte. Ce n'est pas le contraire. Mais quelqu'un qui fait un retour négatif, il faut le prendre. C'est qu'il aime sa boîte. Donc, et ça, c'est primordial. Ça ne veut pas dire que le retour est bon, mais ça veut dire qu'il faut prendre conscience de pourquoi ce retour-là existe et qu'est-ce qu'il en est. Et je suis complètement d'accord. Là, pour le coup, le fait de faire appel et d'être extrêmement écoutant auprès de sa communauté, c'est primordial parce que forcément on ne voit pas tout. Et encore une fois, on n'a qu'un angle d'approche, ou deux, parce que vous êtes deux cofondateurs, mais tu n'as que deux angles d'approche et qui sont en plus des angles d'approche qui ne sont pas sur le quotidien des jobs. Donc c'est vraiment primordial. Alors après, effectivement, l'enjeu, c'est comment est-ce que tu crées une culture où on apprend à mieux se parler. Tu vois, là, c'est là qu'à un moment donné, toutes les techniques, tu vois, de communication non violente, etc., tu vois, d'être dur avec les idées, doux avec les personnes, ça commence à avoir du sens parce qu'on reste humain, etc. Et puis, on sait aussi en structure, tu vois, pour notre passage à l'échelle, on a aussi procédé à des évolutions où, justement, avant, on était deux, maintenant, on a une troisième CEO qui est Laurie, mais on a aussi un board opérationnel où, là, l'idée, c'est on fait monter des experts, on a recruté une DRH cette année. Enfin, en fait, tu vas t'appuyer sur des experts qui sont là pour donner un avis hyper pointu sur leur cœur de métier, etc. Et ça aussi, c'est du feedback. Hein. Enfin, finalement, quand tu prends une décision, que tu demandes à tes experts ce qu'ils ou elles en pensent, ça fait partie des choses qui sont primordiales. Ouais. On a développé un petit peu tous les aspects qui t'ont mené à la réussite de Chaudo, mais surtout, on va développer le dernier point dont on avait parlé, c'était le fait de savoir exprimer et montrer ce que tu fais, ce qui correspond un petit peu à tout l'ensemble de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que, OK, c'est cool de vouloir faire des choses en interne, maintenant, il faut pouvoir le montrer. Ça, c'est moins pour, on va dire, de manière structurelle, changer et révolutionner le monde du travail, mais c'est plutôt de le changer de manière plus générique. C'est-à-dire que toi, ton objectif, mine de rien, faut être honnête, ta vision et ta mission, c'est de te dire, c'est pour ça que tu l'as mis en open source, c'est pour ça que tu veux le montrer, c'est pour ça que tu veux le faire savoir, c'est parce que tu aimerais bien que tout bouge, quoi. Ouais, il y a une dimension qui est hyper militante. Tu vois, moi, dans ma raison d'être, pourquoi est-ce que je me lève le matin ?
Je me lève le matin parce que j'ai envie effectivement j'ai envie de participer au changement, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas hyper clair. Tu vois, quand on a fondé Shodo, on avait déjà les valeurs, les idées, enfin, tu vois, ces idées qui sont un parti pris politique, tu vois. Mais par contre, pendant très longtemps, on s'est dit, vas-y, on va être 50. Et puis, on va faire comme les speakeasy, en fait, on va vivre heureux, et pour vivre heureux, on va vivre caché. Et puis, effectivement, à un moment donné, se pose la question de dire, oui, mais en fait, on a envie de partager nos preuves sociales, on a envie de montrer qu'une autre voie est possible. Et là, c'est là que tu changes Enfin, moi, j'ai changé mon logiciel, on a tous changé notre logiciel. Et oui, du coup, quand tu veux donner de la force à un modèle, tu es là pour montrer qu'il y a des résultats. Tu vois, on n'est pas là pour... on parle plus vision, hein, on parle plus vision de libéralisme versus une vision beaucoup plus redistributive, etc. On va dire, OK, voilà, notre approche, elle répond à des peines du secteur. Elle réduit le turnover, elle permet aussi de renforcer l'attractivité, elle permet de faire des économies de fou sur... tu vois, tous nos concurrents vont investir massivement sur du staff, sur des labels, tu sais, sur des actions pour recruter. En fait, on investit massivement pour recruter et on met 3 francs 6 sous, des queues de cerises pour fidéliser. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer, tu vois, par l'exemple, comme tu dis, qu'on peut faire autrement. Et c'est ça l'idée, ouais. C'est ultra important et je pense que c'est une des bases pour révolutionner, parce que c'est le sujet du jour, révolutionner le marché du travail, c'est vraiment ça, quoi, tu vois. Oui. C'est vraiment... susciter du désir. Ouais, mais c'est ça. C'est le fait de se dire, on va montrer que ça marche. Et après, encore une fois, les gens iront ou n'iront pas par rapport à leur vision, par rapport à leurs convictions, mais on va leur montrer ce qu'il en est. Aujourd'hui, on est vraiment dans une époque de la preuve, on est dans une époque de la vérité, on est dans une époque, la génération qui arrive à appeler The Truth Generation, parce qu'on est dans une époque de la vérité, on veut vraiment voir tout ce qui se passe, et c'est important de le montrer, c'est ça qui va faire qu'on va vraiment faire in fine bouger les choses, et à grande échelle, quoi, tu vois. Et encore une fois, à grande échelle, dans nos différents secteurs et dans nos différentes visions. Parce que je reste persuadé qu'il y a plein de monde qui ont ta vision des choses, et puis il y en a plein qui ne l'ont pas. Mais au moins, les gens verront, et ils verront ce qu'il en est. Et ils le feront en conscience, et c'est comme ça qu'on va faire bouger. Parce que, encore une fois, je reste persuadé, et je te le disais en amont, que pour moi, la révolution du marché du travail principale, c'est le fait de l'honnêteté, que les gens puissent trouver leur place, mais des deux côtés, que les entreprises puissent trouver leur place d'un côté, de manière à ce que les candidats et potentiellement les collaborateurs puissent trouver leur place au sein de ces entreprises. Je suis hyper d'accord. On en est vraiment là, c'est-à-dire, tu vois, moi, quand je viens parler de Shodo, de ma vision du monde du travail, je sais que ça plaît pas à tout le monde, et je suis hyper OK avec la contradiction et avec le fait qu'on puisse avoir des visions différentes. Et en vrai, je viens pas donner la leçon à qui que ce soit. Je viens juste dire que, en fait, je viens par contre répondre à des contradicteurs qui vont expliquer oui, mais en fait, ça peut pas marcher. Si ça marchait, on l'aurait déjà fait. C'est un modèle qui ne peut pas durer dans le temps parce qu'il est hyper fragile. À la moindre crise, il va se casser la gueule. Ça, c'est des objections que j'ai souvent, et c'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai plaisir à répondre à ces questions et à montrer que ça marche. Et en fait, j'ai même envie de te dire plus généralement, même si un jour on devait disparaître, mais en fait tout n'est pas acheté, parce que il y a plein de boîtes qui entreprennent différemment, sauf si j'ai manqué un chapitre, mais qui disparaissent, et personne ne remet en question le fait que le modèle hyper libéral, en fait, il a des problématiques, puisqu'en fait, les gens continuent à recréer des boîtes sur ce modèle-là. Mais oui, je le fais avec plaisir, et ouais, pour susciter du désir, et peut-être montrer à des personnes qui ne savent pas que ça existe, ou qui se disent « Non, mais attends, mais comment c'est possible ?» etc. En fait, tu vois, essayer de créer, peut-être de donner le petit 1% qui va faire que ces gens-là, en fait, vont se lancer ou vont faire quelque chose aussi à leur échelle. Parce qu'on peut tous faire quelque chose à notre échelle, aussi petite soit-elle.
On a parlé de révolutionner le monde du travail, c'était ambitieux quand même au départ, mais je trouve ça assez intéressant parce qu'au final, on a remis en perspective ce que pouvait être une révolution du monde du travail. Pas en mode on va intégrer de l'IA à l'intérieur, on va faire ça, c'est plutôt en mode, on va dire, global, de philosophique de la révolution du monde du travail. Et on a évoqué tous les points. On a évoqué le fait d'analyser peut-être sous un nouvel angle d'approche les jobs, les métiers, les entreprises, en partant des points qui sont négatifs pour pouvoir répondre à ces points négatifs, avoir une vision, une vraie conviction profonde pour pouvoir y répondre de manière pérenne et pas faire ce qui s'est fait avec le télétravail, c'est-à-dire on y va tous parce qu'on est obligé et puis finalement on revient en arrière parce que c'était pas une vision, c'était pas une conviction, c'était pas bien structuré. On a parlé aussi du feedback, de comprendre les attentes fortes de ses collaborateurs pour pouvoir constamment évoluer et donc du coup évoluer avec les attentes et donc faire évoluer créer ce marché du travail, cette évolution du marché du travail dynamique. Et enfin le fait de le faire savoir et de le montrer de manière à pouvoir justement avoir une incidence sur le reste et ne pas rester dans son précaré. Donc on a un petit peu parlé de tout ça. Je pense que on arrive à un statut qui est, encore une fois, philosophiquement, une révolution du monde du travail qui est dans la manière de le percevoir. Et maintenant, je vais te poser la dernière question en fin de podcast, comme je la pose à tout le monde. Tu le vois comment, le future of work? Est-ce que tu le vois avec que des boîtes qui vont justement définitivement se positionner, être chacune avec leurs convictions profondes? Est-ce que tu le vois avec que des boîtes qui ne vont plus avoir peur et qui vont se mettre en open source comme toi, mettre le modèle en open source? Tu le vois comment, en fait, évoluer ce monde du travail? Ouais, Nico, j'ai pas de boule de cristal, donc ce que je peux juste dire, c'est que faut avoir l'honnêteté de dire que la vérité du jour ne sera pas celle du lendemain. Tu vois, aujourd'hui, on est sur... Il y a vraiment un désir d'harmonie vie pro, vie perso, d'avoir du temps. Mais probablement que ça vient en réaction à 30, 40 ans de politique où en fait on s'est fait beaucoup presser le citron au taf. La seule chose que je pense, c'est que tu vois, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont de la clarté dans leur manière tu vois, dans leur marque employeur, dans leur manière d'adresser le monde du travail et le monde tout court, et que ça donne davantage de choix. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je trouve qu'en fait, à un moment donné, les gens sont libres. Partir d'une société pour aller dans une autre société, donc quitter sa boîte, c'est un feedback. C'est en fait, ça veut dire que en fait, quand tu as trop de gens qui te quittent, tu as forcément un problème. Moi, tu vois, j'en reviens souvent au turnover. Le turnover zéro, je ne pense pas que ça existe ou que ça soit souhaitable. Il faut toujours que tu aies un minimum de gens qui... Il y a plein d'études RH que tu connais mieux que moi, je pense qu'ils l'ont théorisé. Mais tu peux être sûr que quand tu as beaucoup de turnover, tu as des problèmes qui sont chers à résoudre. Quand tu en as moins, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème, mais tu as des problèmes qui restent encore embryonnaires ou qui sont encore, on va dire, moins coûteux à résorber. Donc moi, je crois dans un monde du travail où en fait, tu vas avoir différentes offres qui vont répondre à des sujets, enfin tu vois, des tendances, une forme d'actualité générationnelle, et que en fait à un moment donné, c'est important que les gens ils puissent. On va se rendre compte en fait en analysant les boîtes qui ont du turn et celles qui en ont pas. Tu te rends compte, je pense, c'est une bonne manière de savoir ce que veut la génération actuelle. Savoir que voudront celles dans 10 ans, je sais pas te répondre et j'ai pas du tout la prétention de le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a clairement plusieurs visions du monde du travail qui cohabitent et ça vaut le coup quand on est dans des secteurs comme le mien, secteur ultra privilégié, et d'essayer de faire bouger les lignes et d'apporter... on va dire des curseurs que les gens pourront faire bouger derrière, mais en fait pour montrer comment tu peux avoir plus d'engagement, moins de turn, etc. Intéressant parce que c'est une vision du marché du travail de demain qui sera dynamique et ça il faut qu'elle le reste parce qu'elle doit continuer d'évoluer, elle doit continuer de ne pas être statique parce que jusqu'à présent on a quand même évolué par palier, c'est-à-dire qu'on avançait tel point, on avançait tel point, on avançait tel point. Là ce dont tu parles et ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est un marché du travail en constante dynamique, en constant mouvement, qui avance tout le temps, qui s'occupe tout le temps des évolutions et surtout qui est honnête. C'est ce dont tu parlais, c'est-à-dire qui montre aussi aux gens ce que les entreprises qui montrent aux candidats ce qu'ils sont en mesure de leur proposer. Et ça, je pense que c'est un gros plus et un intérêt qui va aller dans le sens des candidats si eux-mêmes
font l'effort d'aller chercher et d'avoir une honnêteté intellectuelle, de se dire « Ok, je vais aller chercher un petit peu plus loin pour aller vraiment dans une boîte qui me convient. » Parce qu'il y a ça aussi pour moi qui se pose comme problème aujourd'hui, c'est que le monde du travail évolue, on a un gros dynamisme sur le sujet et je pense que je suis d'accord avec ta vision qui va être en constante évolution et qu'on va constamment le faire bouger dans l'avenir. Mais on a aussi ce problème-là, et c'est peut-être le dernier point que je veux voir avec toi, c'est du fait d'avoir des candidats aussi de l'autre côté qui n'ont pas forcément toujours la bonne honnêteté de vouloir savoir ce qu'eux veulent et de le trouver a posteriori. C'est-à-dire de se dire, OK, je vais dans cette boîte parce que ça me semble sympa, et puis on verra bien ce qui va se passer. Non, va regarder un petit peu plus ce que la boîte te propose, va aller voir un peu plus en profondeur ce qu'il en est, parce qu'il y a des études qui montrent que les jeunes veulent être en phase avec la culture RH de l'entreprise. Oui, tu veux être en phase. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup de boîtes qui montrent, alors tu en as beaucoup qui ne le montrent pas, tu as beaucoup de boîtes qui montrent leur culture RH. Est-ce que tu as été la voir? Ou est-ce que tu as juste postulé dedans et après, quand tu étais à l'intérieur, tu t'es dit « Ah ben non, la culture ne me convient pas, donc j'y vais pas ». Donc aussi, cette honnêteté intellectuelle aussi côté candidat qui est nécessaire. Ouais, non, mais en fait, j'allais te le dire. J'allais te dire que les boîtes qui ont une forme de transparence, en fait, qui vont avoir une culture d'entreprise où tu es accompagné de preuves sociales visibles, ça facilite quand même vachement ton recrutement. Parce que effectivement, tu pourras considérer qu'un tel ou une telle qui ne sait pas ce que tu fais, c'est pas renseigné, alors qu'en fait, l'info, elle était accessible. Tu as quand même beaucoup de boîtes aujourd'hui, malheureusement, qui, au-delà de valeurs, tu vois, un peu passe-plat, ou hyper généraliste, quoi. Tu vois, tu prends pas de risque, tu dis t'es bienveillant, entreprise jeune et dynamique. Je sais pas tous les wordings qu'on retrouve, mais en fait, c'est hyper compliqué de savoir dans quoi tu mets les pieds, et je trouve ça bien, moi, que t'aies des outils RH ou t'aies même tu vois, des initiatives d'employee advocacy où en fait, si ta marque employeur, elle fait pas le travail de te dire ce qui se passe vraiment, tu peux au moins avoir des témoignages, en théorie c'est mieux quand ils sont spontanés, mais de salariés qui vont t'expliquer comment ça se passe à l'intérieur d'une boîte. Ça marche vachement. Je pense que le dernier complément, tu vois, que je voulais passer par rapport à la question précédente, c'est que tu sais, quand tu regardes les offres, les annonces, tu as souvent, tu vois, il y a un problème, je trouve. C'est-à-dire que tu as souvent des boîtes qui vont dire notre ambition, c'est de multiplier le chiffre d'affaires par 2 ou de devenir leader de notre marché sous 5 ans, etc. Et je pense que tu as un problème de vision quand tu communiques, quand tu es une marque employeur, que tu communiques comme ça, parce que tu vois, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je considère que le CA et tes revenus, ça devient une conséquence à partir du moment où tu bosses, tu vois, enfin, tu sais, je veux dire, le chemin compte finalement autant que le résultat. Ça fait partie aussi, je pense, c'est un parti pris. Mais quand tu as une vision hyper cynique en disant, en fait, moi, je veux doubler mon CA ou ma marge, etc., tu ne peux pas embarquer les gens à l'infini. En fait, à un moment donné, c'est fait partie tu vois, tu peux pas embarquer des gens en tant que manager en leur disant on va faire x2 en CA. En fait, à un moment donné, les gens se cassent. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. À partir du moment où tu bosses bien, t'as de la perf, tu vois. Oui, mais où t'embarques une partie des personnes. Où t'embarques une partie de personnes. Une catégorie de personnes. Parce que tu as une catégorie de personnes qui est là, mine de rien. Tu as des gens qui sont là et qui sont en mode, vas-y, mon objet, c'est de faire du Mais t'as raison. Je pense que c'est vraiment ce côté, tu vois, ta vision, elle est là, il faut l'assumer, il faut que les autres, au contraire, l'assument. Et qu'ils fassent pas... Moi, je serais plutôt pour, et je suis d'accord avec toi sur ce côté annonce, on ne peut pas mettre en relation le côté, mon objectif, c'est de faire x2 en CA, et à côté, c'est de faire que du bien-être, que du ci, que du ça. C'est soit... Ton objectif, c'est de faire en sorte que tes collaborateurs aillent bien, se sentent bien. Et donc, du coup, le CA sera une conséquence, comme tu le dis. Mais ça ne peut pas être des objectifs, en fait, qui soient mis en rapport de force. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu sais, tu as cette vision que ton CA va augmenter parce que tes collaborateurs vont être bien. Ou sinon, tu as cette vision de « je veux que mon CA augmente quoi qu'il se passe ». Le churn, le turnover, in fine, je m'en fous. Resteront ceux qui veulent parce que mon seul objectif, c'est de faire de l'oseille, quoi.
Non, c'est vrai. J'accepte volontiers cette. On va terminer sur cette acceptation. Trop cool. Merci. Ça a été, John? Bon, écoute, Canon, je passe un bon moment. C'est passé super vite. Ouais, non, c'est vrai. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Non, c'était très bien. C'était hyper intéressant parce que sincèrement, je pense qu'on a une vue, encore une fois, comme on le dit, philosophique de l'évolution et de la révolution du marché du travail. Et je pense que c'est ce qu'il y avait de plus intéressant à montrer. Merci beaucoup à toi. Je t'en prie, merci pour l'invitation. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Félicitations, vous avez encore écouté un épisode du Barbu jusqu'au bout. Le Barbu vous donne des clés pour décortiquer le monde du RH d'aujourd'hui et de demain. C'est gratuit et surtout, c'est fait avec le cœur. Le meilleur moyen de nous aider? Vous avez juste à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous et à très vite. Merci encore au Figaro Emploi de soutenir le podcast du Barbu qui parle RH.